Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nouvelle provocation de la Russie ce soir. L'OTAN menacée, l'OTAN attaquée dans son espace aérien. Une information de dernière minute. Les gardes-frontières polonais disent que 2 avions russes ont franchi l'espace aérien polonais. Mais également ce soir, l'Estonie attaquée qui dénonce une violation sans précédent de son espace aérien par 3 avions de combat russes. Après les incursions de drones en Pologne, l'OTAN est mise à l'épreuve. Jacques Attali, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour décortiquer ces événements. 2 essais, 2 livres, dont un qui paraît en poche, Histoire et avenir de l'éducation, et Danser près de la porte aux éditions Flammarion, avec de courtes réflexions sur la vie, sur notre quotidien, sur l'avenir également, que je recommande. Une menace sans précédent en moins de 10 jours. Vous dites, Jacques Attali, que nous sommes déjà dans une 3e guerre mondiale qui a déjà commencé. Oui, il faut se réveiller. Qu'entendez-vous par là ? Il faut se réveiller. On peut encore l'arrêter, mais l'engrenage est parti. La guerre mondiale a commencé. On peut encore l'arrêter, mais elle a commencé. Il suffit de voir. Il y a le conflit en Ukraine qui, comme vous venez de le dire, est en train de déborder un peu plus loin. Ce qui se passe à Taïwan, dans lequel on sait que les Chinois sont proches d'attaquer. Les Russes qui disent qu'en 2029, ils auront assez d'armes pour attaquer l'OTAN. Ils le disent, ils l'écrivent. C'est partout en Russie. Les conflits qui se passent entre la Chine et les États-Unis au centre de l'Afrique, entre la Russie et les Occidentaux au Sahel, la guerre qui est en train de commencer entre le Venezuela et les États-Unis, il y a partout des conflits. Évidemment, je ne cite pas, parce qu'on va en parler sans doute, ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Donc la guerre est là. Nous, Européens, nous n'y sommes absolument pas préparés. Nous n'avons pas les armements qu'il faut. Nous dépendons des États-Unis de 1001 façons. Et il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Justement, vous le dites très justement, il y a une forme de dépendance qui s'est créée, qu'on a laissé traîner pendant un certain moment. Ça pose la question du rôle des Européens au sein même de l'Alliance, mais de différentes alliances sur la scène internationale. Très largement. Nous sommes devenus trop vulnérables. Nous sommes restés très vulnérables. Pas seulement sur le terrain militaire. Évidemment, sur le terrain militaire, la plupart des pays européens dépendent totalement des États-Unis pour utiliser les armes qu'ils ont, c'est dire. Mais aussi, matières premières notamment. Mais aussi dans d'autres domaines. Nous ne pouvons pas fonctionner en termes de réseaux sociaux, en termes d'Internet, en termes de cartes de crédit, en termes de collecte de données sans les États-Unis. On ne peut pas fonctionner sans la Chine en termes d'aimants, de batteries. S'ils arrêtaient de nous fournir, toute l'industrie automobile européenne et une partie de l'industrie automobile américaine s'arrêterait dans 3 mois. C'est-à-dire pourquoi les Américains ont été extrêmement gentils avec les Chinois, parce que les Chinois ont les moyens de les faire chanter. Nous, Européens, on n'a rien. On a peut-être une seule entreprise européenne qui est en situation d'être unique et d'être nécessaire au reste du monde. Une, SML. Et encore, si on regarde le capital de cette entreprise, il est largement détenu par des fonds d'investissement américains. Donc, on est totalement démunis. Et on n'a pas créé les conditions, en plus d'avoir les armements. Imaginez qu'on a été en situation ridicule d'envoyer des avions de chasse avec des armes nucléaires pour protéger la Pologne contre des petits drones, alors que les Ukrainiens, eux, ont des usines qui construisent à raison de plusieurs centaines par jour, des drones, des systèmes de surveillance. Des drones intercepteurs. Des systèmes qui passent d'une fréquence à l'autre à toute vitesse, avec des technologies formidables, pas chères du tout. Nous n'avons rien de tout ça. On est en train de continuer à préparer la guerre d'avant. Mais en fait, ce que vous nous dites, Jacques Attali, c'est que nous ne sommes pas souverains en tant qu'Européens. Non, nous ne sommes pas du tout souverains. Ça fait très longtemps que je dis que nous sommes seuls et on refuse de l'admettre. C'est pas commencé avec Trump. Obama disait déjà que les Européens, c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas et qu'il fallait qu'ils commencent à s'occuper d'eux-mêmes. C'est vrai, mais on ne l'a pas entendu. On ne veut pas l'entendre. Pas nous, Français. Les Français, on s'est dotés d'armements, encore une fois, aujourd'hui dépassés. Mais on a l'arme nucléaire qui nous protège, qui fait d'ailleurs une des raisons qui fait s'inquiéter sur la guerre, c'est que beaucoup de pays commencent à se dire si j'ai pas l'arme nucléaire, je suis mort. On le voit avec la Corée du Sud, face à la Corée du Nord, avec le Japon, avec l'Australie, avec l'Indonésie. Les pays commencent à réfléchir très activement à se doter de l'arme nucléaire. Il faut se réveiller. Un retour à la course nucléaire, oui. Alors que Trump ne veut absolument pas cela en plus. Trump, il ne veut pas cela, mais il a déroulé un tapis rouge au leader de Corée du Nord quand il pouvait encore l'arrêter pendant son premier mandat. Il n'a rien fait. Notre dépendance a été pointée du doigt par Donald Trump sur le pétrole russe acheté par la Slovaquie et la Hongrie, mais aussi sur le gaz naturel liquéfié russe. Écoutez. C'est très simple. Si le prix du pétrole baisse,
Poutine va abandonner. Il n'aura pas le choix, il va abandonner cette guerre. Et quand j'ai découvert que les pays européens achetaient du pétrole à la Russie, je suis prêt à faire d'autres choses, mais pas quand les gens pour lesquels je me bats achètent du pétrole à la Russie. Si le prix du pétrole baisse, tout simplement, la Russie se calmera. Et le prix du pétrole est en forte baisse. Donald Trump a touché du doigt quelque chose tout de même. Comment est-il possible qu'après 3 ans de guerre, nous n'arrivons toujours pas à faire totalement autrement? Il faut le dire, le pétrole, c'est minoritaire, c'est la Slovaquie et la Hongrie par un seul oléoduc. Mais en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, la France importe 34%, ce qui est énorme. C'est inacceptable, bien sûr, c'est inacceptable. Mais on est dans une hypocrisie totale, parce que la Russie continue à exporter par le biais de l'Inde et de la Chine ce qu'elle veut, où elle veut, sur des bateaux plus ou moins masqués. Donc l'embargo ne fonctionne pas. Il fonctionne un peu, mais il ne fonctionne pas assez bien. Et on n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, c'est clair. Peut-on y arriver avec des sanctions tant qu'elles ne touchent pas les pays tiers? Écoutez Ursula von der Leyen qui s'est félicitée d'un 19e paquet de sanctions aujourd'hui. Au cours des 2 dernières semaines, des drones Shahed russes ont violé l'espace aérien de notre Union, à la fois en Pologne et en Roumanie. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui veut la paix. Encore et encore, le président Poutine a escaladé et en réponse, l'Europe augmente sa pression. C'est pourquoi aujourd'hui, je présente le 19e paquet de sanctions. Est-ce que c'est une réponse assez ferme pour être crédible? Ce qui est important là, dans cette partie des sanctions, c'est en effet de sanctionner les pays qui sont complices. Mais parmi les pays complices, il y a la Chine. Alors si nous, on se met à s'opposer à la Chine et que la Chine nous dit « Désolé, mais je ne vous livre plus de batteries ou d'aimants », comme on est dépendant d'eux à 90%, on ne peut pas. Donc on n'est pas en situation de pouvoir véritablement imposer notre point de vue. Il faut quand même essayer de faire ces sanctions. Mais il faut surtout devenir un interlocuteur crédible en termes d'armement. Et les armements de demain, c'est-à-dire les drones et les systèmes de brouillage, qu'on n'a pas du tout. La meilleure armée d'Europe aujourd'hui, la meilleure industrie d'armement aujourd'hui en Europe, c'est l'Ukraine. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Ukraine. Mais les États-Unis, eux, le peuvent. On a vu Donald Trump émettre des droits de douane parce que les à 50% sur l'Inde. Parce que les États-Unis, qu'il n'allait pas le faire. Parce que les États-Unis ont des moyens de pression considérables. S'ils coupent Starlink, s'ils coupent les centres de collecte des données, s'ils coupent les cartes de crédit, les Chinois s'en moquent parce qu'ils ont leur système propre. Mais nous, on est morts. Notre économie s'arrête. Et on l'a vu d'ailleurs avec quelques tentatives russes, sans doute, qui ont mis à bas plusieurs banques pendant plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Ça, c'est des signes que la guerre n'est pas seulement une guerre militaire. Elle est en cours. Et nous sommes. Moi, je répète depuis longtemps qu'il faut se mobiliser. C'est pas drôle à dire, c'est pas plaisant, mais il faut se mobiliser. Pendant ce temps-là, un acteur au centre d'un jeu d'équilibrisme, c'est la Chine. Les Chinois, eux, vous le dites, travaillent à marche forcée pour réduire ces dépendances. Comment font-ils ? Ils ont une vision à 2040 de ce qu'il faut faire. Nous, on n'a pas de vision à 2040. Il faut une vision à 2040. Les États-Unis commencent à s'y mettre parce que Trump est en train de mettre en place une dictature, et même une dictature qui possède les entreprises. Il y a un rassemblement des entreprises. Vous pensez vraiment qu'on rentre dans une dictature ? Oui, on est dans une dictature. Tout se passe comme si on est dans une dictature aux États-Unis, et tout se passe comme si on est dans une dictature qui est complice de la dictature russe. Je ne dis pas que tout se passe comme si. Les décisions qui sont prises sont dans cette direction. Pourtant, il y a encore des contre-pouvoirs aux États-Unis. Non. La Cour suprême. La Cour suprême. Vous savez, le principal idéologue de Trump a dit l'autre jour quelque chose de très intéressant. Il a dit, en effet, il y a 3 pouvoirs, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Mais dites-moi lequel a une armée. Ça suffit à comprendre. La Cour suprême n'a pas d'armée, le Parlement n'a pas d'armée. Alors peut-être que l'année prochaine, le Sénat va basculer du côté démocrate. Ça, c'est le dernier espoir de la démocratie aux États-Unis. On peut encore l'espérer, mais ce qui se passe aux États-Unis montre qu'ils font tout pour créer les conditions pour que ce ne soit pas possible. Donald Trump et son obsession du deal, c'est le cas également avec la Chine sur le dossier TikTok. Donald Trump a eu Xi Jinping au téléphone. Nous avons progressé sur de nombreux sujets importants, notamment le commerce, le fentanyl, la nécessité de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
et l'approbation de l'accord TikTok. On le rappelle à nos téléspectateurs, la société chinoise ByteDance, qui possède TikTok, doit soit vendre ses activités américaines, soit arrêter TikTok sur le territoire américain à cause d'une loi fédérale. Qui va gagner dans ce deal ? D'abord, il faut certainement arrêter TikTok, parce que peu importe qui est propriétaire de TikTok, c'est une drogue. C'est d'ailleurs assez ironique, si on regarde l'histoire. Les Occidentaux, surtout les Européens, moins les Américains, mais les Anglais et les Français, surtout les Anglais, ont drogué la Chine au XIXe siècle. Ça a entraîné ce qu'on appelait les guerres de l'opium, pour faire rentrer l'opium en Chine et détruire la puissance chinoise. Ça a d'ailleurs marché à l'époque. Et là, les Chinois nous renvoient ça de deux façons, avec fentanyl et avec TikTok, qui sont des drogues. Fentanyl, une drogue chimique, et TikTok, une drogue numérique. Il faut arrêter ces deux machines de mort. Pour l'instant, les Américains n'ont pas prévu de l'arrêter ? Non, ils ont simplement prévu de l'acheter pour eux-mêmes et qu'elle ne dépende plus de la Chine. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'avant d'avoir ce coup de fil avec Xi Jinping, sorte de gage d'honneur de Donald Trump, il aurait refusé d'approuver une aide militaire de 400 millions de dollars à Taïwan, en parallèle de négociations commerciales avec Pékin. Est-ce que la diplomatie, à chaque fois qu'il y a un deal financier pour Donald Trump, la diplomatie meurt d'une certaine manière ? C'est très intéressant ça, parce que le monde entier regarde ce qui va se passer avec Taïwan. Si les États-Unis lâchent Taïwan, il suffira de 3 minutes et demie à la Chine continentale pour avaler Taïwan. Taïwan ne tient que par la formidable volonté de ses habitants, mais ils ne tiendront pas face à l'armée continentale. Si les États-Unis lâchent Taïwan, alors la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, l'Indonésie se diront c'est notre tour après. Ils ne vont pas nous défendre. Donc eux aussi vont se doter de l'arme nucléaire. Toujours sur la scène internationale, Jacques Attali, semaine cruciale à l'ONU, le président Emmanuel Macron va reconnaître l'État palestinien à partir de lundi. Écoutez. Nous devons reconnaître le droit légitime des Palestiniens d'avoir un État. Et si vous ne leur donnez pas une perspective politique, en fait, vous les placez dans les mains de ceux qui proposent une approche sécuritaire et une approche agressive. Mon point, c'est de dire, premièrement, la reconnaissance d'un État de Palestine est le meilleur moyen d'isoler le Hamas. Est-ce que, comme le dit le président de la République, le meilleur moyen d'isoler le Hamas, c'est d'avoir la création d'un État palestinien ? La meilleure façon de protéger l'existence de l'État d'Israël, de mon point de vue, c'est de créer un État palestinien. Parce que si vous créez un État palestinien, c'est que vous reconnaissez explicitement ou implicitement qu'il y a deux États. Or, ce que peut redouter Israël le plus aujourd'hui et demain, c'est que les Palestiniens disent « Écoutez, vous ne voulez pas de nous comme État, vous avez tout créé les conditions pour couper en morceaux la Cisjordanie et pour détruire Gaza, les habitants et les maisons. Donc on renonce à l'État palestinien et on veut un État unique. Dans ce cas-là, Israël se trouve en situation d'être un État d'apartheid, puisque c'est un État dans lequel une partie de la population n'aurait pas les droits. Et Israël se trouverait dans la situation de l'Afrique du Sud. Le fait que les Palestiniens demandent un État, c'est une bénédiction pour Israël. Et le fait de l'accorder, c'est une bénédiction pour Israël. Le gouvernement israélien actuellement ne le comprend pas, c'est comme ça. Mais j'espère que le prochain gouvernement israélien le comprendra. Alors, est-ce que la reconnaissance par la France est importante ? Je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, je pense qu'il faut le faire, mais que ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord parce qu'il ne va rien se passer aux Nations Unies, à part des discours. 10 pays aux Nations Unies. Oui, bon, il y en a 140 qui l'ont déjà reconnu. C'est pas un événement considérable. Les principaux dirigeants arabes ne seront pas là. C'est pas un événement majeur. Ce qui serait un événement majeur, c'est de savoir ce qui va se passer le lendemain. Parce que le président de la République française, à ma connaissance, a laissé entendre que cette reconnaissance ne serait mise en œuvre qu'après la destruction du Hamas et la restitution des otages. Ce qui me paraîtrait sage. Condition non pas de reconnaissance, mais condition de mise en œuvre. J'espère que ça sera répété dans le discours des Nations Unies. Mais même s'il le répète, ce n'est pas de son pouvoir. La France n'est qu'un petit acteur à l'échelle mondiale et un acteur sans importance dans l'espace du Moyen-Orient. Ce qui compte, c'est les puissances du Golfe, les États-Unis et évidemment Israël et ses voisins. Vous pensez qu'on aurait dû avoir un vote, par exemple, au Parlement européen ? Je pense qu'on a déjà eu un vote au Parlement français il y a de longues années. Je pense que c'est un peu bizarre d'annoncer ça alors qu'on n'a ni gouvernement ni Parlement en session. En termes de démocratie, c'est légal. Constitutionnellement, le président a le droit de le faire. Mais s'il avait voulu renforcer sa légitimité, il aurait
dû faire voter le Parlement. Et pour une fois, je suis convaincu qu'il aurait eu une majorité facilement. Comment faire quand cette question électrise autant notre société, Jacques Attali? Certaines mairies accrocheront le drapeau palestinien à leur fronton le 22 septembre. Ça divise énormément la classe politique, même à gauche, il faut le dire. Comment vous expliquez que ce conflit ait pris autant de place dans la société française? Il a fait ressurgir du fond de la pourriture d'une partie de notre société, je dis bien pourriture, l'antisémitisme. L'antisémitisme de gauche, l'antisémitisme de droite, au point qu'on assiste à des lapsus volontaires ou involontaires, comme ceux de M. Olivier Faure, qui dit des horreurs et qui ne s'excuse pas pour les avoir dit, alors qu'on pourrait comprendre, j'ai fait un lapsus, je m'excuse, mais il ne s'excuse pas. Et une masse d'antisémites de toute nature, d'extrême gauche et d'extrême droite, plus d'ailleurs. Ceux d'extrême droite sont toujours là, mais ils sont plus discrets, qui utilisent le prétexte palestinien pour faire surgir leur antisémitisme. Certains vous diraient, ça a été fait avec les chrétiens d'Orient, on a le droit de faire en sorte d'avoir un drapeau ou d'avoir non, mais ça a été fait avec, ça a été soutenu, ça a été fait avec l'Ukraine également. Ça a été fait avec l'Ukraine. Moi, je ne suis pas contre cela. Je pense que, comme l'ont proposé certains, ce serait bien, puisque c'est une solution à deux États, de mettre les deux drapeaux, le drapeau israélien et le drapeau palestinien. Au moins, ça voudrait dire qu'on est pour la solution à deux États. Si on n'en met qu'un, c'est pas... c'est un peu suspect quant à la nature de ce qu'on veut dire. Ça peut-être peut vouloir dire ce que disent certains, c'est-à-dire un État palestinien From the river to the sea. Voilà, ça voudrait dire l'anéantissement de l'État. Mettre un drapeau palestinien seul, c'est revendiquer l'anéantissement de l'État d'Israël, ce qui est intolérable à tout point de vue. Donc, c'est pour ça que je suis favorable à ce qu'on mette les deux drapeaux, mais un seul, c'est suspect. Une partie de la société française s'est mobilisée hier. La presse étrangère parle d'une mobilisation réussie. Et Bruno Retailleau parle de bonnes conditions également. Écoutez. Nous avons permis de garantir la liberté de manifester tranquillement, paisiblement et, je crois, dans de bonnes conditions. C'est fondamental. Premier objectif des forces de l'ordre, c'était précisément de protéger les manifestants pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leurs revendications de la façon la plus paisible possible, sans que les violents viennent troubler trop fortement ces manifestations. Il est vrai que la France n'a pas été bloquée lors de ces manifestations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qui consiste à dire que c'était la minorité bruyante dans la rue et la majorité silencieuse au travail ? Non, je pense que les Français sont plus sérieux que leurs gouvernants et qu'ils manifestent d'une façon sérieuse, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de gouvernants. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Alors évidemment, il y a des casseurs un peu partout, de gauche, de droite, qui existent et qui sont là. Ceux-là, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. C'est pas nouveau. Il y en a eu depuis les années 30 en France, des casseurs. Donc c'est pas nouveau. Et même avant. Donc, ce que ça constate, c'est que les Français savent qu'il n'y a pas de gouvernement et que donc il n'y a personne à qui adresser ces revendications. Et ça devient très dangereux. Il y a quelqu'un à Matignon, Jacques Attali ? Non, il y a quelqu'un qui est tout seul dans son bureau, qui n'a pas de gouvernement et qui n'a pas le droit de commander à qui que ce soit de faire autre chose que les affaires courantes. Il n'y a pas de gouvernement, il y a un Premier ministre putatif, mais il n'y a pas de gouvernement. Il est dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas avant que le président parte aux Nations Unies. Ça aurait été mieux pour sa propre légitimité complète, même s'il est parfaitement légitime, mais ça aurait été mieux pour sa crédibilité, pas légitimité, il est parfaitement légitime. Mais le plus tôt on aura un gouvernement, le mieux ça sera. Encore faut-il que ça soit possible, et je ne suis pas sûr que ça sera possible. Pourquoi vous dites ça ? Mais il y a quand même une quadrature du cercle entre... comme on est dans le vide, chacun fait monter les enchères. Et puis, quand vous faites monter les enchères publiquement et non pas confidentiellement, après vous vous trouvez coincé. Vous avez, quand vous dites, par exemple, je n'accepterai aucun accord qui ne supprime pas les retraites, qui ne mettrait pas en place la taxe machin chose, qui ne mettrait pas en place tel ou tel truc. Si on ne vous le donne pas, vous êtes forcé de dire vous ne me l'avez pas donné, donc j'accepte pas l'accord. Et quand vous êtes à droite et que vous dites moi je n'accepterai pas l'accord s'il n'y a pas une loi sur l'immigration et ceci et cela, à ce moment-là, tout le problème des négociations en public, c'est qu'elles sont condamnées à échouer. Une négociation ne peut réussir que quand on est prêt à un compromis. On ne peut pas être prêt à un compromis quand on a posé ces conditions sur la place publique. Rencontre aujourd'hui avec l'intersyndicale à Matignon. L'ultimatum a été lancé pour de potentielles nouvelles manifestations. Écoutez leurs mots. L'intersyndicale lance un ultimatum. La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre. Si d'ici le 24 septembre,
il n'a pas répondu à leurs revendications. Les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Les organisations syndicales pointent également la responsabilité du patronat et exigent l'ouverture de négociations salariales dans toutes les branches et les entreprises. On le sait, les réformes prennent du temps. Comment Sébastien Lecornu peut-il répondre aux attentes de l'intersyndicale dans un délai aussi court? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et il ne peut qu'ouvrir des négociations et essayer d'obtenir du temps. Il faut qu'il fasse un agenda sur 18 mois et qu'il dise « donnez-moi 18 mois ». Mais si c'est pour espérer régler les choses dans la semaine, il ne peut pas. La seule solution serait qu'il propose un accord sur 18 mois, enfin, d'ici à mai 2027. Et que les gens acceptent de lui dire bon, ben, on n'a pas envie du chaos, les Français ne veulent pas le chaos, une élection législative, ce serait affreux parce que ça redonnerait la même chose, ou presque. Une élection présidentielle, ça serait ruiner les institutions, c'est contraire à l'intérêt même des autres, des candidats à la présidentielle, parce qu'ils trouvaient, eux, après nouveau président, dans la même situation d'être sur un siège éluctable, donc c'est l'intérêt de personne. Donc, la seule solution, c'est que le Premier ministre putatif propose un plan sur 18 mois, en disant, voilà, en 18 mois, je vais faire ça, ça et ça et ça, donnez-moi le temps d'essayer. C'est un peu le ton qu'a essayé de mettre en place Sébastien Lecornu. On parle notamment de la mission État efficace. Oui, il égrène les mesures, mais il n'y a pas de proposition d'un agenda sur 18 mois en disant, je réglerai tel problème en avril 2025, je réglerai tel problème en novembre 2026, je réglerai tel problème en mars 2027. Oui, c'est toujours pareil, il faut donner du temps. Il faut mettre ça dans un calendrier. Je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait mettre ça dans une perspective 2040. C'est un peu tard, la perspective 2040, elle devra venir pour les présidentielles. C'est au candidat à la présidentielle de nous proposer une France 2040. Mais là, au moins qu'on nous propose une France 2027. Merci Jacques Attali.